tous et bienvenue dans ce webinaire sur le dispositif intégré. Vous êtes en train progressivement d'arriver, de vous connecter les uns les autres. On a un petit sondage en fait qu'on va aussi pouvoir lancer. Je vais présenter le déroulé et puis je lancerai le sondage après. Donc, on est ensemble pour 1 heure jusqu'à midi environ. En première partie, donc, vous allez avoir une présentation relativement détaillée du dispositif par Violaine Braud-de-Commer de la région, donc responsable du pôle formation préparatoire et d'insertion. Puis Stéphanie Leroy de la Directe présentera en fait le dispositif intégré dans l'environnement du PIC et du Pacte. Vous allez pouvoir en fait au cours de ces interventions poser vos questions au fur et à mesure, mais via le menu de chat. Et c'est moi en fait qui vais relayer les questions aux intervenantes. Donc, ne soyez pas surpris si à des moments donnés, peut-être votre question, je sais qu'elle sera abordée ultérieurement, je ne vais peut-être pas la poser immédiatement, peut-être pas interrompre constamment les intervenantes, mais en tous les cas, n'hésitez pas, vous, à poser vos questions au fur et à mesure pour aussi rendre l'exercice relativement fluide de type questions-réponses. Et puis, en seconde partie en fait, du webinaire, on aura l'intervention de Mathilde Costeux d'Inalta Formation, qui est en fait le groupement qui est mandataire du dispositif intégré sur la Sarthe et qui va pouvoir en fait illustrer de façon concrète comment eux ont-ils prévu d'animer et d'encadrer quelles innovations pédagogiques ils ont prévu de mettre en œuvre dans le cadre du dispositif intégré. Alors, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, vous étiez quasiment une centaine d'inscrits et par rapport à d'autres webinaires, on a en termes de public un public un petit peu différent et c'est ce qui est recherché puisqu'il y a le souhait d'aller chercher un public éloigné de l'emploi, donc aussi d'aller aujourd'hui transmettre l'information à des professionnels qui ne sont pas forcément des férus et tous habituellement accompagnateurs des demandeurs d'emploi. Donc néanmoins, ça représente 36% à peu près des structures-là, les structures mission locale, Pôle emploi, les départements également. On a également 32% d'organismes de formation. Et puis, on a 12% de structures souvent associatives voilà, qui sont sur les champs, on va dire, un peu périphériques du sport, de la culture, de l'animation jeunesse, de l'action sociale. Et puis 10% de communautés de communes, ce qui est aussi relativement notable. Et puis enfin 10% d'institutionnels et de la directe et de la région. Et puis en termes de répartition géographique, on a quasiment 60% du 44 et puis une répartition relativement équilibrée avec les autres départements, ce qui est aussi en proportion de la réalité des populations. Et donc, Violaine, si tu en es d'accord, tu vas pouvoir nous partager ton écran et puis démarrer ta présentation. Oui, merci Nadine. Donc, je me représente donc Violaine Braud-de-Commer. Je suis responsable du pôle formation préparatoire et d'insertion à la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la région des Pays de la Loire. Et donc, c'est dans ce pôle que sont gérés les dispositifs intégrés. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour représenter ces dispositifs. D'abord, je tiens à vous remercier parce que vous êtes nombreux à participer à ce webinaire et c'était vraiment la volonté de la région d'informer largement sur ce dispositif. Alors, compte tenu voilà, des contraintes sanitaires liées à la Covid-19, on voit bien qu'on a été contraint à prendre des dispositions un peu différentes, on va dire. Et pour moi, c'est une innovation, ce webinaire. Je trouve ça intéressant parce qu'il permet non seulement de toucher en direct, en direct distanciel, un certain nombre de personnes, mais aussi il est enregistré et donc pourra être revisionné en podcast par des personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de se connecter aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais partager, je vous présente un PowerPoint. Alors, c'est la base de celui qui nous a servi à, comment dirais-je, est-ce que vous le voyez? Pas encore. Pas encore. Je vais recommencer la manipulation parce que je crois que je n'ai pas fait correctement.
Hop, c'est ici, partager. Voilà. Donc, ce PowerPoint a été présenté dans les réunions de lancement dans chacun des départements des territoires EFOP, début juillet. Et donc, je suis repartie de ce PowerPoint. Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez nous poser vos questions, hein, comme l'a dit Nadine, au fil de l'eau, et puis on tentera d'y répondre, sachant que je tiens à dire quand même que ce dispositif, il est expérimental, il est ambitieux, mais il est surtout innovant. Donc, les réponses se construisent au fil de l'eau, je dirais. En fait, nous n'avons pas les réponses à toutes les questions qui vont se poser là aujourd'hui. L'idée aussi, c'est de capitaliser ces questions parce que ça fait aussi avancer la réflexion au niveau de la région, puisqu'on n'a pas du tout pensé à l'ensemble de toutes les problématiques qui vont se présenter. Donc, je tenais à le dire. Alors, ce dispositif intégré, c'est un dispositif de l'axe 2 du pacte d'investissement dans les compétences. Je ne vais pas développer puisque Stéphanie Leroy de la Directe va développer cette partie-là. Quand je disais que c'était un dispositif ambitieux, oui, 750 stagiaires par an pour un dispositif qui se lance, c'est ambitieux. Il est parti du constat que sur certains territoires, les personnes les plus en difficulté n'accèdent pas volontiers à la formation. Pourquoi? Pour différentes raisons. Parce que l'offre de formation n'est peut-être pas disponible non plus à proximité de ces personnes. Et puis, parce que ces personnes peuvent aussi avoir une certaine appréhension de retourner ou d'aller en formation. Et donc, nous ciblons ces dispositifs et nous souhaitons rapprocher l'offre de formation de ces publics. Voilà, donc je souhaitais dans un premier temps quand même, pour bien comprendre en fait la spécificité du dispositif intégré, c'est vous représenter l'architecture de l'offre de formation professionnelle continue de la région des Pays de la Loire en direction des demandeurs d'emploi et des salariés. Donc complètement à gauche, nous avons le pilier préparatoire en fait, les formations préparatoires qui regroupent à la fois Prépa Avenir, qui est un dispositif qui permet la découverte des secteurs professionnels, des métiers en vue de valider un projet professionnel. Les formations du dispositif Prépa Clé qui visent en fait à se remettre à niveau dans les compétences de base, les compétences clés, et puis le dispositif Prépa Rebond et le dispositif intégré font partie de l'ensemble Prépa Rebond qui vise la préparation de l'insertion socio-professionnelle de jeunes et d'adultes. Nous avons ensuite le pilier Visa qui recouvre toutes les formations qualifiantes formant à un métier. Vous connaissez sans doute Visa Métier, les formations qualifiantes collectives, Visa Métier Plus où le financement est plus individuel et Visa Sanitaire et Social, tout ce qui recouvre les formations d'infirmiers, soignants et les formations sociales. Le pilier accès, là, plus on se rapproche, en fait, plus on va vers la droite et les publics sont proches de l'emploi. Donc là, je ne vais pas développer, mais on travaille beaucoup avec les autres sur ce pilier-là. Alors, Violaine, je t'interromps juste pour te dire qu'en termes de son, je crois qu'il faut que tu fasses très attention de rester toujours proche de ton micro parce que là, à l'instant, on ne t'entendait plus. Très bien. Alors, merci. Je vais essayer de faire au mieux. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui. En tout cas, moi, j'entends correctement. Merci. D'accord. Alors, c'est parfait. Voilà, la finalité des dispositifs intégrés, en fait, elle est double. C'est d'abord de permettre aux demandeurs d'emploi les plus en difficulté de se qualifier, c'est-à-dire de monter en compétences et d'accéder à une certification. Pour certains, ils n'en ont pas, ou pour d'autres, elle est obsolète ou n'est plus d'actualité. Voilà, donc ça, c'est un premier objectif, une première finalité. Et la deuxième, évidemment, c'est de s'insérer dans l'emploi et de façon durable. Donc, on se rend compte que beaucoup de personnes inscrites ou non à Pôle emploi n'ont pas recours à l'offre de formation de droit commun, qu'elle soit l'offre de formation ou même des prestations qui sont proposées par le biais de Pôle emploi ou d'autres. Et donc, on cible ces publics-là qui aujourd'hui ne viennent pas naturellement, volontairement à la formation. Alors, les objectifs du dispositif intégré,
Les objectifs du dispositif intégré, elles sont multiples. D'abord, on appelle ces dispositifs un dispositif multi-objectif. Hein, ce n'est pas pour rien, parce que dans une même action, ce dispositif doit permettre de découvrir des secteurs professionnels, des métiers qui recrutent, de construire et de valider un projet professionnel. Dans cette même action, il s'agit aussi de travailler les compétences clés et les compétences comportementales en situation professionnelle, donc tout au long du parcours, bien sûr, et aussi d'acquérir une qualification, une certification de niveau 3, c'est-à-dire niveau CAP, voire 4 niveau bac, tout cela afin de s'insérer plus facilement dans l'emploi. Alors, on parle d'un même continuum pédagogique. Tout à l'heure, je vous présentais l'offre de formation de la région prépa qui doit déboucher sur visa. On doit pouvoir enchaîner les formations du préparatoire sur les formations qualifiantes. Là, dans un même dispositif, il s'agit de tout traiter dans un même continuum pédagogique. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, parce que je vais assez vite pour justement laisser le temps de répondre aux questions. Alors, quel public vise-t-on à travers ce dispositif? Bien sûr, le public, en priorité les non qualifiés. Nous visons les demandeurs d'emploi de longue durée, DELD, ou les personnes inconnues des services de l'emploi, ce que l'on qualifie de personnes invisibles. Et dans la consultation, nous demandions aux organismes de formation, candidats, qu'ils se mettent en relation en particulier avec les prestataires qui ont été retenus par la directe dans le cadre de l'appel à projet de l'identification du repérage des personnes invisibles. Nous ciblons les jeunes de plus de 16 ans en rupture avec la formation initiale et n'ayant pas d'autres solutions. Et là, nous pensons que les dispositifs intégrés peuvent être une réponse aussi à l'obligation de formation qui se met en place à partir du mois de septembre. Qui en fait, l'obligation de formation, c'est de permettre à des jeunes entre 16 et 18 ans d'être en formation jusqu'à 18 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et vous l'avez compris, en conclusion, nous visons des publics jeunes et adultes ayant besoin d'être remobilisés et accompagnés sur la durée. Car nous le verrons, les dispositifs intégrés sont des formations assez longues en fait. Pour l'instant, pas de questions, Violaine. Pas de questions à ce stade, ouais. Alors on continue. Voilà, donc, alors bien sûr, il y a quelques prérequis pour entrer en formation sur les dispositifs intégrés. On va les voir, ils sont assez simples. C'est-à-dire que les personnes recrutées, elles doivent être âgées d'au moins 16 ans. On l'a vu, la formation est accessible à partir de 16 ans. Il faut que les personnes soient volontaires pour entrer en formation. Évidemment, on n'oblige personne à aller en formation. Il faut que la personne soit vraiment volontaire en vue de s'insérer dans l'emploi donc à la fin du parcours. Il faut que la personne ait un état de santé stabilisé ou qu'elle bénéficie d'une compensation, d'une prise en charge. C'est important pour être disponible pour se former. Pour les personnes étrangères, ces personnes doivent posséder un titre de séjour dont la durée de validité permet de suivre la totalité de la formation, histoire qu'on ne les sorte pas en cours de formation parce qu'elles n'ont plus de papier, ça c'est pas possible. Donc c'est quelque chose à vérifier en amont de l'entrée en formation et bien sûr que ce titre de séjour leur permette de travailler. Il faut également qu'elles aient un niveau en langue française qui soit égal au niveau A2 à l'oral. On ne demande pas de niveau à l'écrit, mais à l'oral, il faut que la personne puisse comprendre un minimum ce que dit le formateur, les échanges entre les stagiaires. C'est nécessaire d'avoir un minimum de niveau de langue en français. Alors, nous ciblons bien évidemment aussi les publics bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, à cet égard, nous demandons à ce que chaque organisme de formation ait un référent handicap. Donc, chaque organisme de formation a au moins une personne un peu spécialisée sur la problématique du handicap et elle se met en relation avec la ressource handicap formation, qui est un service qui est mis en place par l'AGEFIP,
qui permet de professionnaliser ces personnes référentes handicap et puis également de capitaliser sur tous les dispositifs qui sont mis en œuvre pour permettre l'inclusion dans les meilleures conditions des personnes qui sont porteuses de handicap. Donc, et puis, d'échanger sur les bonnes pratiques. Donc ça, c'est important parce qu'on demande aux organismes de formation de tout mettre en œuvre pour que l'accueil des personnes travailleurs handicapés se fasse dans les meilleures conditions. Violaine, on a une question sur les personnes de nationalité étrangère. Est-ce qu'un récépissé de carte de séjour suffit? Alors, je ne suis pas une spécialiste des cartes de séjour, etc., mais il faut une carte de séjour avec une durée indiquée dessus et qui autorise la personne à travailler. Donc après, c'est du cas par cas. Il faut voir voilà, le document. On a déjà eu des questions avec des récépissés, mais ce n'était pas très clair. Il faut vraiment que ce soit une carte de séjour. Hein. Le récépissé, à mon avis, ce n'est pas suffisant. Parce que le récépissé, dans ma compréhension des choses, mais ce n'est peut-être pas exact, c'est en attendant d'avoir la carte de séjour. Donc, il faut tout de même avoir… et les durées sont assez courtes, me semble-t-il, sur les récépissés. Mais enfin, ça reste à préciser. Là, on est sur des questions pointues. Voilà, plus pointues et puis de cas par cas. Il faudrait qu'on regarde plus précisément ce qui est indiqué sur ce document. Alors, il y a une personne de Cap Emploi qui alimente dans ce sens en disant « Je ne pense pas car le récépissé ne donne pas de durée de carte de séjour ». C'est ça. Bon, voilà, donc ça, c'est un point peut-être à préciser pour les personnes qui seront concernées. On a d'autres questions sur qui certifie le niveau A2 à l'oral. Est-ce que c'est l'OFII ou est-ce que c'est d'autres organismes de formation linguistique? Quelles preuves doit-on apporter pour valider ce niveau afin d'entrer sur le dispositif? Alors, c'est vrai que les organismes de formation ont l'habitude de vérifier ce niveau de langue. On ne demande pas comment dirais-je, un papier officialisant voilà, ce niveau-là. Il faudrait regarder dans le cadre des références européens qui définit les niveaux de langue, ce que ça recouvre. Je pourrais vous l'adresser, enfin, je pourrais le mettre en pièces jointes. C'est quand même un niveau très élémentaire. Hein. C'est pas très compliqué, c'est du langage courant. Je pense que les conseillers valideurs devraient avoir un petit outillage qui leur permette de dire ah oui, bon, cette personne, elle maîtrise la langue niveau A2 ou pas. C'est assez facile. Et puis, en deuxième tableau, l'organisme de formation revérifie derrière. Ils ont l'habitude, puisqu'on a déjà un autre dispositif Prépa Avenir 2, où là, voilà, ils ont l'habitude, en général, nos organismes de formation, de vérifier ces prérequis-là. On pourra mettre, je ne sais pas Nadine, des pièces, des documents en annexe, je ne sais pas si on peut le faire. Alors, on ne pourra pas multiplier les documents, mais par contre, donc je confirme aux participants, le webinaire est enregistré, il sera en ligne sur le site internet Choisir mon métier, dans la partie professionnalisation. Vous vous inscrivez en cliquant sur professionnalisation, puis juste à côté, vous avez ressources professionnalisation, et là, vous retrouvez tous les webinaires en ligne, et on met en téléchargement les supports présentés. Donc, le plus simple, ça va être de peut-être rajouter une diapo à la fin de ce support-là, avec les liens, et donc, du coup, vous aurez tous les éléments en cliquant dessus. Alors, à ce propos, Madame Proux nous précise que l'OPCO Acto propose un outil Diag Compétences en ligne qui doit intégrer ces éléments-là, j'imagine. Et puis, il y a une remarque en fait de Madame Libéraux sur dans les zones rurales, le frein à la mobilité demeure un obstacle à l'entrée en formation. C'est peut-être un sujet qui sera abordé plus tard, Violaine, je sais pas. On va aborder ce sujet-là parce que c'est vraiment une raison pour laquelle on a ciblé les territoires les plus ruraux dans le cadre de ce dispositif intégré. Je vous propose d'avancer. Ça nous permettra de répondre en partie à cette question. Tout à fait. Alors, les conditions d'accès aux formations, les publics sont identifiés et orientés par différentes structures selon leur statut. Donc, on a l'habitude, les demandeurs d'emploi et les publics bénéficiaires du RSA sont adressés par les conseillers Pôle emploi, des missions locales de Cap emploi, et puis les travailleurs sociaux des départements.
Alors, nous avons ajouté l'outillage qui aujourd'hui permettent la dématérialisation de la feuille de liaison que nous utilisions un petit peu encore aujourd'hui, il faut reconnaître, mais au préalable, une feuille papier. Là, en fait, on utilise de plus en plus, enfin les valideurs utilisent de plus en plus WeForm pour les missions locales. Cet outil va être aussi élargi aux départements dans la région. Ça permet d'adresser des personnes de façon dématérialisée et les organismes de formation ont accès en fait au public adressé. Pôle emploi utilisant Keros et donc les organismes de formation récupèrent le nom des personnes, des candidats qui sont adressés sur ce dispositif intégré. Alors, le dispositif intégré, vous l'avez compris, vise non seulement, bien sûr, on l'a dit, hein, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires, mais toutes les personnes qui ne sont pas aujourd'hui dans le circuit, je dirais, de l'insertion professionnelle. C'est là où nous souhaitons vraiment travailler avec le réseau associatif, les centres sociaux, les collectivités locales et tout autre partenaire qui accompagne des personnes qui sont en difficulté d'insertion et qui aujourd'hui n'ont pas recours à l'offre disponible et proposée par le service public de l'emploi. Et pour ces personnes-là, on a mis en place, on conserve une fiche qu'on n'appelle pas de liaison, mais d'orientation, qui sera mise à disposition de toute structure qui nous la demande. Et on l'a déjà envoyé à un certain nombre de structures repérées sur les territoires EFOP, mais on est tout à fait disponible à élargir et à la diffuser beaucoup plus largement. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ce que sont les dispositifs intégrés. Alors, on a fait ce schéma global hein, qui permet en gros de tout traiter quelque part et de voir la chronologie en fait du déroulé du dispositif intégré. Donc, on va rester un petit peu sur cette diapositive-là pour que vous compreniez bien. Donc, on voit complètement à gauche la phase de recrutement. Dont on vient de parler avec les publics, les prérequis, les candidats, comment ils sont orientés vers les organismes de formation. Une fois qu'ils sont recrutés, les candidats sont dans un SAS de 2 semaines qui a pour objectif de remobiliser les personnes, de vérifier leur motivation et surtout de lever les freins. Alors, on parlait tout à l'heure ce qu'on appelle les freins périphériques, par exemple la mobilité. Oui, les personnes ne sont pas forcément mobiles. Il s'agit là de trouver des solutions. Il y a des plateformes de mobilité, il y a des offres qui existent avec les départements sur les territoires. Et c'est justement dans cette phase de SAS qu'on va traiter, essayer d'apporter des réponses à ces différents freins. Alors, on a parlé de la mobilité, mais il peut y avoir aussi le frein de la garde d'enfants, le frein financiers, etc. Et bon, tous les freins qui peuvent se présenter et qui pourraient empêcher la personne de venir en formation. En fait, on va vérifier pendant ces 15 jours la capacité de la personne à se remobiliser, à reprendre un rythme progressivement de travail, quelque part, tout au long de cette phase-là. Alors, ce SAS, évidemment, va mobiliser un accompagnement très, très fort. L'accompagnement qu'on voit en bas, là, si vous regardez sur la flèche, l'avant-dernière flèche du schéma, l'accompagnement tout au long de la formation est très important. C'est une dimension vraiment très importante de ce dispositif parce que chaque stagiaire aura un accompagnateur qui n'est pas un formateur, c'est un accompagnateur. Donc, c'est d'autres compétences qui ont été recherchées là et qui lui permettra de lever certains freins, d'aider à résoudre des difficultés, parfois d'ordre personnel aussi, parce que c'est vrai que quand on doit aller aider la personne à se sortir d'un problème financier, ben voilà, il va falloir qu'on l'aide à actionner les bons réseaux, les solutions qui existent et de manière à sécuriser le parcours. Donc l'accompagnement, il est au cours du SAS très fort, mais également tout au long du parcours. C'est pour ça que la flèche va jusqu'à également 3 mois après la fin de la formation. On a des demandes de précision concernant le SAS. Est-ce que les personnes doivent être présentes tous les jours pendant le SAS? Et quels sont les horaires?
Alors les horaires précis, ça c'est chaque organisme qui propose ses horaires. Le SAS peut être une période qui est à temps partiel pour des personnes qui doivent se remobiliser. Ça peut être progressif, la reprise du rythme. Après, il peut y avoir des phases à distance. Différentes modalités pédagogiques peuvent être mobilisées. Mais il faut prendre en compte que ça, c'est une période, on va dire, d'essai. Voilà, c'est une phase d'essai. Il faut que la personne se sente capable de reprendre un rythme pour aller jusqu'au bout du parcours. C'est l'objectif et de sécuriser tout cela. Et alors, il y a une question, la personne est où? Alors, la personne est dans un organisme de formation. On verra les lieux de formation ensuite. Ces lieux de formation, on les a souhaités territorialiser, mais on verra les lieux de formation après. Je vais peut-être poursuivre sur… Alors, attends, parce que Violaine, juste, il y a eu plusieurs questions qui ont fait suite à la diapo précédente. Alors, notamment, et c'est logique, en fait, les structures qui n'ont pas en leur possession la fiche, la validation du projet partagé, là, la fiche de liaison, souhaiterait l'avoir. Donc, c'est vrai que la mise en ligne du webinaire, ça nous prend une semaine, donc ça ne va pas être suffisamment réactif. Ce que je propose, c'est qu'on vous renvoie en fait à toutes les personnes inscrites. Donc, on a les adresses mail dès cet après-midi, le support complété des éléments qu'on va voir, ainsi que la fiche et puis peut-être d'autres éléments qui seront abordés là ultérieurement. Oui. Et il y a également une question en fait sur les conseillers Pôle emploi qui n'ont pas accès à Kéros. Est-ce qu'ils utilisent la fiche de liaison région? Oui, alors oui, je n'ai pas été très claire, c'est vrai. La dématérialisation de la prescription, la mise en relation, elle est progressive, elle se déploie progressivement. Donc, tant qu'on n'a pas accès aux différents outils, on poursuit l'utilisation de la feuille de liaison, hein. Bien sûr, il faut la maintenir. On accepte tout à fait, les organismes de formation sont au courant de cela. Très bien. Alors, on revient sur le SAS avec une question. Les personnes qui n'ont pas de garde d'enfants peuvent-elles venir au début avec les enfants, le temps de trouver un moyen de garde? Alors, c'est très difficile de se concentrer sur une formation avec ses enfants. Ça, c'est clairement… ce que peut faire la personne, c'est lors de l'entretien de recrutement, c'est indiquer voilà, qu'elle n'a pas trouvé de solution pour ses enfants et que donc, avec l'organisme de formation et le valideur aussi, si le conseiller valideur, de mettre en place, de trouver une solution en fait. Parce que c'est vrai que pour être vraiment disponible pour se former, ce n'est pas possible de venir avec ses enfants. Et on a aussi je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation de Madame Libéraux de Mission Locale. Les jeunes entrant sur le dispositif intégré doivent déjà avoir un souhait de qualification et non d'accès à l'emploi direct. J'imagine que la question fait écho aussi à la garantie jeune. Oui, voilà, qu'on va c'est comme ça aborder. que je l'entends. Oui. Oui, en fait, c'est pour ça que j'indiquais les jeunes qui n'ont pas de qualification. C'est important, la région pense que une des composantes de la sécurisation d'un parcours professionnel, c'est l'accès à la certification. Donc, les personnes qui n'ont pas de certification, forcément, ont plus de mal à se projeter dans un emploi durable. C'est pourquoi on vise, dans le cas des dispositifs intégrés, l'accès à la certification, à la qualification et à la certification. Effectivement, toutefois, comme vous pouvez le voir, on peut… Alors, je vais peut-être poursuivre sur le déroulé du dispositif intégré suite au SAS. En fait, on va rentrer suite au SAS. Pour les personnes qui souhaitent poursuivre, hein, j'ai fait une petite flèche en rouge pour indiquer que voilà, il y a des personnes qui peut-être ne se sentiront pas capables ou ne souhaiteront pas poursuivre, mais nous souhaitons, dans la majorité des cas, nous espérons que ces personnes puissent poursuivre sur la phase qui concerne le travail sur le projet professionnel, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller se confronter dans le cadre d'une alternance de stage ou de travail sur plateau technique au métier, aux gestes professionnels. L'idée, c'est de découvrir différents métiers, différents secteurs, afin de valider un projet professionnel et de pouvoir argumenter pourquoi je choisis ce projet.
C'est vraiment toute la phase d'acquisition d'une certaine maturité par rapport à son projet professionnel, que ce soit un choix. Et nous avons intégré une phase de validation du projet professionnel devant un jury qui est composé de professionnels, où là, le stagiaire va être amené à présenter son projet, argumenter son parcours, les stages qu'il a pu faire de découverte, de manière à ce que ça couronne finalement cette deuxième phase, si on considère que ça c'est une première phase, cette deuxième phase du parcours de validation du projet professionnel afin de poursuivre sur la partie qualifiante s'il est nécessaire de passer par une qualification. Alors, comment le travail de remise à niveau ou de compétences clés est-il intégré dans le dispositif et à quel moment? Voilà. Alors, nous voyons une petite flèche juste au-dessus des encadrés des différentes phases, ici, qui concerne les compétences clés. Donc, nous, on a élargi aux compétences transversales, qui comprend à la fois les compétences clés, c'est-à-dire travailler, grosso modo, sur la compétence en français, compétences numériques, apprendre à apprendre, les compétences sociales et civiques. L'idée, c'est de travailler ces compétences dans des situations très concrètes qui parlent aux personnes, que ce soit bien contextualisé en fait au projet de la personne, dans une approche non scolaire. On verra ça un petit peu après avec le témoignage d'Inalta. Et puis, le travail sur les compétences socio-professionnelles, c'est-à-dire le savoir-être, travailler sur les comportements en situation professionnelle, respecter les règles et les consignes de sécurité, etc., avoir un comportement collectif qui soit adapté. Tout ça est travaillé tout au long du parcours, en fait. Alors, chaque organisme de formation, groupement d'organismes nous a fait des propositions. Voilà, donc nous, ce schéma, il est très théorique. Après, il prend forme avec les contenus de formation que les organismes de formation nous ont proposés. Mais dans tous les cas, ces compétences transversales sont travaillées de manière à ce que la personne atteigne le niveau requis pour sécuriser son parcours et être à l'aise en entreprise. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, l'alternance qui est un pilier, l'alternance est très importante sur ces dispositifs intégrés. On va démarrer par une alternance sur plateau technique peut-être, si la personne n'est pas prête à aller en entreprise. Il faut que ce soit progressif aussi, qu'il y ait une progression dans les compétences, les comportements en situation professionnelle. Et le travail sur plateau technique le permet, c'est-à-dire que c'est un entre-deux, voilà, on va dire ça comme ça, de manière à ce que ensuite, lorsque la personne se présente en entreprise, eh bien, tout ça devra être acquis pour les stages en entreprise. Donc, je poursuis sur les formations qualifiantes. Donc, la personne, suite au jury de validation et donc à la période de travail sur le projet professionnel, va rentrer directement, et c'est là où c'est très ambitieux, c'est-à-dire que là, on va rentrer directement sans attendre sur la formation qualifiante. Lorsque je vous présentais les dispositifs prépa-visa, prépa avenir qui conduit vers visa métier, par exemple, il peut y avoir des temps d'attente, c'est-à-dire que parfois les calendriers ne sont pas concordants. Une personne qui sort d'un prépa avenir avec un projet validé qui nécessite une formation qualifiante sur visa métier, c'est bien rare si la formation qualifiante démarre dès le lendemain ou dans les 15 jours. Donc, il faut que la personne attende le démarrage de la formation visa métier. Et c'est vrai qu'on peut perdre du public parce qu'il y a cette période de latence entre les dispositifs. Le dispositif intégré, et c'est un peu l'innovation de ce dispositif, c'est que tout doit pouvoir s'enchaîner pour aboutir ensuite à la certification. Alors, on peut viser une certification partielle ou une certification totale en vue d'être recruté ensuite en entreprise. C'est le but du dispositif. Violaine, quelle est la durée de la phase travail sur le projet professionnel? Alors, par rapport à la durée du parcours, on l'a prévu, on l'a estimé, mais c'est théorique, hein, encore une fois, on l'a estimé à 8 mois en totalité, mais qui peut aller jusqu'à 18 mois si la formation qualifiante est longue.
Ça, c'est la durée totale. Ça, c'est la durée totale. Après, c'est vrai qu'on indique que ce sont des dispositifs qui sont individualisés dans leur contenu, c'est-à-dire que chaque stagiaire a un contenu qui lui est propre dans un cadre collectif, c'est-à-dire que les stagiaires seront en groupe, mais au sein du groupe, chaque stagiaire aura son parcours qui lui est propre et la formation s'adaptera au rythme du stagiaire. Il y a des stagiaires qui vont assez vite valider leur projet professionnel, d'autres peut-être un peu moins rapidement. Donc, tout ça est à géométrie variable. C'est ce qu'on appelle l'individualisation. En règle générale, entre 3-4 mois, sur 3-4 mois, la personne, normalement, si elle part si elle n'a pas du tout d'idée de projet professionnel, on devrait pouvoir réussir à valider un projet sur cette durée-là. Après, il y a des personnes qui arrivent et qui ont déjà des idées assez précises, hein, pourquoi pas. Donc là, elles vont aller plus vite, ces personnes-là. Donc voilà, c'est difficile de donner une réponse claire, sachant que ça dépend des personnes et que c'est la formation qui va s'adapter au rythme des personnes et non pas l'inverse. Ça aussi, ça fait partie des innovations de ce dispositif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en moyenne, ce dispositif a été estimé à 8 mois, mais peut être beaucoup plus long. Ça dépend du rythme d'apprentissage et puis de progression des personnes. Alors, on a une professionnelle du Cap Emploi qui se demande comment faites-vous pour que l'entrée en formation qualifiante suive de façon rapide la formation préparatoire et que cela s'enchaîne au niveau des dates? Oui, alors c'est une très bonne question. Ça va être à imaginer. On a déjà des petites choses qui se précisent, mais les organismes de formation ont proposé en fait des solutions dans leur offre qui peuvent permettre d'attendre si jamais une formation qualifiante démarre un peu plus tard. On pourra mettre en place des stages un petit peu plus longs. On pourra mettre en place des séquences de formation qui seront nécessaires pour anticiper la phase qualifiante. La personne ne sera pas laissée sans rien. Elle continuera son parcours. On pourra aussi mobiliser des solutions telles que des dispositifs un peu nouveaux quand même pour nous qui sont la FEST pour acquérir la qualification en entreprise. Voilà, d'autres dispositifs pourront être mobilisés. On pourra également mobiliser les formations visa métier si nécessaire ou d'autres formations. C'est vrai que je suis un peu désolée parce que je n'ai pas de réponse très précise à donner parce que, comme je vous le disais en introduction, le dispositif il va se construire en marchant quelque part. Et c'est vrai qu'on ne s'interdit rien. On est plutôt très ouvert sur les solutions, les possibilités qui vont se proposer. Après, on sait bien qu'on ne peut pas mettre des plateaux techniques de formation qualifiante sur tous les territoires, dans tous les secteurs en permanence. Ça, tout le monde le sait, hein, c'est une évidence. Donc après, c'est toute la difficulté et je dirais la ressource accompagnement en fait qui aidera à trouver des solutions de mobilité, trouver des solutions d'hébergement, trouver des réponses aux problématiques qui vont se présenter au fil de l'eau. Alors, Violaine, le temps file, hein, Oui, il est bientôt midi moins 20 et néanmoins, on a beaucoup de questions. Il y a une question sur la prescription. Comment saisir la formation qualifiante pour les demandeurs d'emploi s'ils sont déjà sur le dispositif Prépa-Rebond? Doit-on stopper la prescription Prépa-Rebond et la réenregistrer après? Alors là, c'est des questions très techniques. Si la personne est déjà dans un dispositif de formation, on ne va pas la sortir pour la faire rentrer dans un autre dispositif. Enfin, si je comprends, il faut qu'elle poursuive. Oui, alors, je ne suis pas non plus complètement sûre de comprendre. Ou alors, l'autre réponse, c'est qu'il n'y a qu'une seule prescription pour dispositif intégré. Il ne s'agit pas de faire une première prescription pour la phase sur le travail de projet professionnel et d'en faire une deuxième. Là, on est sur un seul dispositif. Ah oui, oui. Voilà. Exactement. Alors ça, c'est un des apports. C'est, comme je le disais, c'est un seul dispositif, une seule action. C'est all inclusive, si on veut, pour parler. Voilà, c'est quelque chose, c'est le tout en un. Et la prescription, elle a lieu qu'au démarrage. Après, la personne, elle est prise en charge jusqu'à son recrutement dans l'entreprise, idéalement.
Donc, il n'y aura pas de plusieurs prescriptions. En revanche, le lien avec les conseillers valideurs est maintenu très, très régulièrement avec l'accompagnateur. Hein. Ça, je tiens à le préciser, il est prévu dans le cahier des charges, de manière à ce que ce binôme accompagnateur-conseiller-valideur fonctionne très régulièrement et que les informations transitent. Alors, on a une question sur la rémunération et on en avait une avant sur les métiers travaillés par les participants qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais là, on en a une sur la différence entre le dispositif intégré et une plateforme multisectorielle d'orientation. Prépa Avenir, c'est ça la question? C'est la différence entre dispositif intégré et Prépa Avenir? Alors, la différence, d'abord, elle se situe au niveau du public ciblé, parce que le public ciblé, vous l'avez compris sur les dispositifs intégrés, c'est le public qui ne vient pas à la formation aujourd'hui, qui a besoin d'un fort accompagnement et qui a besoin d'être remobilisé. Prépa Avenir, on est déjà sur du public qui est prêt à entrer en formation. Les formations Prépa Avenir permettent de valider un projet professionnel, alors que les dispositifs intégrés, comme je le disais, vont jusqu'à la certification et à l'emploi. Donc la différence, c'est réellement les objectifs qui ne sont pas les mêmes et le public qui est ciblé qui n'est pas le même. J'avance juste sur l'accompagnement. J'espère que la réponse, on verra hein, s'il y a d'autres questions qui arrivent, que la réponse a été suffisamment claire. L'accompagnement des stagiaires, comme je le disais tout à l'heure, est fondamental sur ce dispositif. Donc, il porte sur les 4 dimensions: psychopédagogique, professionnelle, santé, organisation personnelle. Là où on est un peu innovant, c'est que cet accompagnement, non seulement il est effectué par une personne qui n'est pas un formateur, mais qui est une personne vraiment dédiée à cet accompagnement, mais aussi il va jusqu'à l'intégration dans l'emploi et même se poursuit pendant la période d'essai. Parce qu'on avait observé que pendant les périodes d'essai, il pouvait y avoir facilement des décrochages de personnes qui étaient recrutées et qui, au cours de la période d'essai, il suffisait qu'un petit grain de sable se mette dans l'organisation ou autre pour que la personne stoppe son contrat. L'idée, c'est que sous forme d'une sorte de coaching, l'accompagnateur garde le lien avec l'ancien stagiaire, puisque maintenant il est salarié, mais garde ce lien de manière à résoudre éventuellement un petit problème qui pourrait apparaître et de façon à sécuriser la personne dans son emploi. On va encore un peu plus loin sur l'insertion dans l'emploi et l'accompagnement. Alors, j'enchaîne sur l'intervention de la région en direction des stagiaires. Donc, évidemment, les stagiaires ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle avec la couverture sociale. Et surtout, concernant la rémunération, la région, dans le cadre, à titre expérimental, dans le cadre du pacte, a revalorisé la rémunération pour le régime public, les personnes qui n'ont pas l'allocation chômage. La rémunération est revalorisée à 850 € par mois sur toute la durée de la formation. Alors, évidemment, il faut que la personne soit assidue. Hein. C'est lorsque la personne est totalement assidue, elle touchera, dans ce cas-là, 850 € par mois, minimum, qui correspond en fait au minimum, au seuil de pauvreté défini par l'INSEE. Et par la même occasion, la région a décidé de doubler également le barème d'indemnisation des frais kilométriques lorsque les personnes doivent se rendre sur les lieux de formation, les lieux de stage, au-delà de 15 km de leur domicile, il y a un doublement des indemnités. Violaine, est-ce qu'on peut essayer d'aller rapidement sur les dernières diapos, notamment les lieux de formation, pour pouvoir laisser le temps à Madame Costeux d'Inalta de développer ses illustrations, sachant que du coup Stéphanie Leroy propose de peut-être soit passer son intervention en dernier s'il reste du temps et voilà, laisser la priorité au témoignage de Madame Costeux. Donc j'avais fait une petite carte avec les différents lieux de formation sur les territoires de solutions EFOP. Nous en avons 9, donc Loire-Atlantique Nord, on le verra après sur l'offre de formation. Donc Loire-Atlantique Nord, Loire-Atlantique Sud, Mayenne Nord, Sarthe Nord, Sarthe Sud, Maine-et-Loire Ouest, Maine-et-Loire Est, Vendée Sud et Vendée Ouest.
Donc, ce sont les territoires EFOP qui ont des secteurs très ruraux, en fait, hein, qui ont été choisis. Là, j'arrive sur l'offre de formation telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est programmée. Donc, vous voyez les territoires complètement à gauche. Les organismes de formation qui réalisent la composante, là, on est sur la composante SAS, travaille sur le projet professionnel. On n'a pas indiqué tous les organismes de formation qualifiants qui font partie des groupements qui ont répondu à notre consultation. Alors, les lieux de formation, donc si l'on prend par exemple Loire-Atlantique Nord, nous avons un dispositif qui démarre sur Blain, sur Châteaubriand, et sur Ancenis, Loire-Atlantique Sud, Clisson, Machecoul, Pornic. Je vous laisse regarder la suite, mais comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment territorialisé les lieux de formation et le cahier des charges tel qu'il est écrit permet de rajouter des lieux de formation qui ne figurent pas là si les besoins se font ressentir et il ne faut pas hésiter à l'indiquer au service de la région. Les dates des réunions d'information collective sont indiquées également sur le tableau. C'est vrai que c'est un peu rapide, mais voilà, j'ai fini mon intervention à ce stade. Alors, il y avait, Violaine, la question quand même des métiers. En fait, chaque lot vise des métiers particuliers. Voilà. Et on avait une question de Pôle emploi là-dessus. Les personnes peuvent-elles s'orienter vers d'autres métiers que ceux identifiés pour chaque bassin d'emploi? Oui, alors c'est vrai que je suis allée très vite sur la carte des territoires EFOP. En fait, les formations du dispositif intégré sont en cours de déploiement sur les 9 territoires de solutions EFOP que je vous ai indiqués, pour lesquels des secteurs professionnels prioritaires ont été identifiés. Alors, bien évidemment, ils sont prioritaires, ces secteurs-là, donc les organismes de formation savent bien qu'il faut permettre aux candidats ou aux stagiaires de découvrir ces secteurs-là. Bien sûr, si le candidat finalement a une idée de projet ou a validé un projet dans un autre secteur, le dispositif intégré va l'accompagner jusqu'au bout. Là, c'est juste des secteurs pour lesquels il y avait des besoins en compétences sur ces territoires-là qui ont été identifiés, des entreprises qui ne trouvaient pas en fait de personnes qualifiées dans ces secteurs-là, qui ont fait remonter leurs besoins et donc nous en avons tenu compte. Mais bien sûr, les stagiaires qui ont d'autres projets seront accompagnés jusqu'au bout. Alors, on a une petite question d'une personne de Pôle emploi. Que veut dire EFOP? Donc, on parle des territoires EFOP. Donc, EFOP, ça veut dire emploi, formation, orientation professionnelle. C'est un terme qui est de plus en plus usité depuis l'apparition des CREFOP. Et c'est vrai qu'en Pays de la Loire a été signée en octobre 2017 la SREFOP, Stratégie régionale emploi, formation, orientation professionnelle, déclinée en 18 territoires, qu'on a l'habitude du coup de nommer territoire EFOP. De même, l'offre de professionnalisation du CARIFOREF dont vous participez aujourd'hui à une action s'appelle offre de professionnalisation des acteurs EFOP. Tout à fait. Et vous pouvez voir sur la carte là, donc des petits traits à l'intérieur des territoires EFOP qui reprennent les intercommunalités. Donc, un territoire EFOP regroupe plusieurs intercommunalités. Ce sont les territoires de solutions sur lesquels maintenant la région se base beaucoup pour commander ces formations. Alors, on a une demande de précision par rapport aux métiers visés. Si les personnes ne vont pas vers un visa métier dont le secteur a été décidé dans le cahier des charges, continue-t-elle de toucher les 850 €? Alors, cette personne, elle fait partie, elle est stagiaire des dispositifs intégrés. Si elle va vers une qualification qui ne fait pas partie de visa métier et même des secteurs professionnels retenus dans les différents lots, elle continuera, si elle continue sa formation, bien sûr qualifiante, elle continuera à percevoir ses 850 €. Elle continuera à faire partie des dispositifs intégrés. Ça paraît très compliqué, à mon niveau également, à mettre en place, mais c'est la volonté que l'on a et on essaiera de mettre tout ça en œuvre. On sait bien que les ruptures de rémunération insécurisent les personnes. On serait dans ces situations, on vivrait ça de la même manière. Le fait de se dire, je sais que j'ai de toute façon 850 € jusqu'au bout de ma formation, quelle que soit l'étape à laquelle je suis, me sécurise. Et c'est l'idée de maintenir
cette sécurisation et de maintenir la personne en formation. Alors, du coup, comme il y a beaucoup de questions et on va passer la parole à Madame Costeux, il vous est proposé qu'en même temps qu'on vous envoie le support cet après-midi, de pouvoir envoyer un question-réponse sur le dispositif intégré qui est déjà existant, mais qui sera peut-être enrichi avec des questions de ce matin. Donc, ça vous sera adressé cet après-midi. Et là, on a une question peut-être de nature un peu différente. Est-ce qu'il y a un support de communication à destination des entreprises, notamment pour pouvoir les mobiliser en fait sur des périodes d'immersion? C'est ce que je comprends, ou peut-être dans les jurys. Voilà, comment présenter en fait. Y a-t-il un support de présentation à destination des entreprises? Alors, nous avons travaillé, les collègues ont travaillé avec les organismes de formation sur une fiche descriptive. Alors, c'est vrai que la destination de la fiche descriptive, c'était essentiellement les conseillers valideurs et toutes les autres structures qui pourraient adresser des personnes vers ces dispositifs intégrés. Il faudrait qu'on puisse travailler sur un support pour les entreprises si le besoin existe, bien sûr, avec les organismes de formation. Je pense qu'ils seront tout à fait favorables à diffuser ce support pour élargir également eux-mêmes leur partenariat avec les organismes, puisque l'entreprise est mobilisée à différents moments du parcours. Hein, vous l'avez bien vu à travers les stages, à travers la validation des projets professionnels, et puis le recrutement des personnes, bien sûr. Oui, donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Très bien. On va peut-être passer la parole à Madame Costeux, puis pour les gens qui auront encore un petit peu de temps, peut-être Violaine, si tu pourras leur consacrer quelques minutes. On risque d'excéder midi, hein, je pense. Mais du coup, on va passer la parole à Madame Costeux maintenant. Mathilde, vous êtes avec nous. Est-ce que Violaine, tu peux arrêter le partage de ton écran, s'il te plaît? Oui. Donc, bonjour à tous, Mathilde Costeux, responsable pédagogique Inalta Formation et représentant le groupement départemental de la Sarthe pour dispositifs intégrés. Donc, par rapport à la demande qui a été faite par la région pour la participation à ce webinaire, il nous avait été demandé de vous présenter des exemples concrets des différentes méthodes d'apprentissage qu'on avait décidé de mettre en place dans le cadre de dispositifs intégrés. Donc, pour ce faire, je vous partage mon écran. Ça fonctionne, c'est bon. Oui, ça fonctionne. Donc, pour le choix qui a été fait au niveau des différentes méthodes, donc ça reste des exemples, hein. Il y en aura bien d'autres tout au long du parcours, un dispositif intégré. Ce choix se réfère avant tout à un public qui est bien ciblé à travers dispositif intégré, à savoir le public éloigné de l'emploi, qui, jusqu'à ce jour, n'a pas adhéré à l'offre de formation proposée, ni aux différentes prestations d'accompagnement mises en place, donc soit par méconnaissance de l'offre de formation, soit pour existence de freins qui ne leur permettaient pas d'accéder à d'autres types de formations. On est parti évidemment de ce postulat, mais un autre également qui touche un autre public, hein, qui est le public dit invisible, qui... Une des raisons, c'est notamment l'échec scolaire qui a pu être rencontré, ne pas se retrouver dans le système qui était proposé. Donc nous, toute notre méthodologie, toute la méthodologie de l'apprentissage va justement être proposée à partir de supports qui va allier du ludique à de l'apprentissage de savoir et créer véritablement une attention pour le public, et ce, dès la phase de SAS jusqu'à la fin du parcours intégré. Donc, pour vous illustrer en fait les exemples qui ont été mis en place dans les progressions pédagogiques, si l'on part d'une thématique qui est la découverte d'un secteur, d'un métier, on va pouvoir proposer aux stagiaires du dispositif l'exemple de réalisation d'un escape game. Donc, pour rappel, un escape game, c'est partir d'une histoire. Un groupe de personnes est immergé dans un scénario avec un objectif. Ils sont enfermés dans une pièce.
voire 2, et ont 1 heure pour résoudre des énigmes et donc pouvoir sortir de la pièce. Les escape games rentrent petit à petit dans la formation professionnelle puisqu'on adapte de plus en plus ce type d'organisation. Et donc là, dans l'idée sur un dispositif intégré, donc ça c'est évidemment quelque chose qui pourra être proposé. Donc là, l'objectif, c'est tout simplement permettre un travail ludique et approfondi sur une thématique, donc donner effectivement, rentrer sur une sensation de jouer, de jeu, et apprendre évidemment, repartir de cet escape game en ayant appris des choses et en ayant aussi créé un intérêt pour les stagiaires. Donc sur des exemples concrets, moi je vous invite à vous rendre sur le site de l'ONICEP qui ont mis en place un escape game qui s'appelle Panique à la baraque à filtre et qui permet véritablement, donc on peut jouer en tant que professionnel, rentrer sur cet escape game et comprendre comment ça fonctionne, comment ça sera mis en place aussi ce type d'escape game sur dispositif intégré. Et donc, le résultat par rapport à ça, sur cet exemple, c'est tout simplement d'appréhender le monde de l'entreprise. Donc, comment découvrir le monde de l'entreprise à travers un jeu? Et donc, on est complètement dans l'utilisation d'une phase heuristique, c'est-à-dire que sur un module de formation, si le module de formation porte sur la découverte du fonctionnement d'une entreprise, on peut commencer par ce type d'outils, de support pédagogique, pour ensuite que ce soit repris par le formateur avec le groupe et revenir sur des points qui auront été vus durant cet escape game. Autre support, pareil, qui se développe de plus en plus, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle, donc où les stagiaires portent un casque et vivent une immersion en situation réelle sur l'approche d'un métier. Donc là, l'objectif étant évidemment de cibler les secteurs qui ont été identifiés selon les zones EFOP sur les différents secteurs professionnels. Alors, quel est l'intérêt de la réalité virtuelle? C'est vraiment de se rendre compte, donc tout en restant dans le centre de formation, se rendre compte de comment fonctionne en fait un métier, comment l'environnement du métier. C'est aussi casser les représentations que les stagiaires peuvent avoir sur un métier. Si je prends l'exemple des travaux publics, il se peut que la personne qui soit filmée durant ce visionnage, soit une femme responsable sur un chantier et puisse effectivement parler de son métier. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est une approche qui n'est pas l'approche traditionnelle, à savoir se rendre en entreprise ou participer à des forums, c'est passer à travers la réalité virtuelle. Autre proposition aussi qui a été faite sur la découverte toujours des secteurs, des métiers, c'est d'amener les stagiaires à réaliser un reportage en entreprise. Donc on est sur des groupes, des petits groupes sur dispositifs intégrés. L'objectif, c'est d'identifier 2-3 personnes qui se rendront en entreprise avec une entreprise partenaire au niveau du territoire et qui pourront réaliser un reportage à l'aide de leur smartphone. Puisque l'idée, encore une fois, c'est d'utiliser le numérique qui peut être aussi une porte d'entrée pour faire adhérer le public à l'offre, à ce qui va être proposé sur un dispositif intégré. Sur les reportages en entreprise, tel que ça a été pensé, un temps de formation leur sera proposé qui est assez rapide afin de leur permettre justement d'appréhender le cadrage, les prises de son, les techniques narratives et ensuite, de retour en centre de formation, pouvoir proposer le visionnage de ce reportage au reste des stagiaires, voire à des partenaires entreprises qui pourraient se déplacer sur des journées thématiques en lien avec un secteur professionnel. Autre thématique sur laquelle on a proposé aussi des méthodes d'apprentissage un petit peu différentes de ce qui peut être proposé jusqu'à aujourd'hui. Donc sur compétences transverses, pour rappeler, ce sont des compétences, peu importe le projet professionnel, puisque sur un groupe, on peut se retrouver avec 6 projets professionnels totalement différents. Les compétences transverses répondent à un besoin pour l'ensemble des stagiaires pour accéder à la suite du travail du projet professionnel et une intégration dans l'emploi. Donc totalement transverse, peu importe le projet, les projets professionnels. On va retrouver notamment dans ces compétences transverses le travail au niveau des techniques de recherche d'emploi. Alors plutôt que de partir
sur le travail du CV de manière très linéaire. À nouveau, en fait, on va pouvoir utiliser le principe de l'escape game où, à travers différentes énigmes dans une salle, les stagiaires pourront petit à petit, sans s'en rendre compte directement, apprendre des éléments indispensables pour réaliser un CV, pour réaliser une lettre de motivation. Encore une fois, cette thématique au niveau de l'escape game peut être choisie par le groupe de stagiaires et constituera tout l'escape game autour de cette thématique. Le serious game aussi est largement utilisé pour appréhender par exemple des entretiens d'embauche, pour faire des demandes de stage, à partir justement encore une fois, partir sur la partie ludique et donc amener les stagiaires à réaliser des jeux de rôle. Donc on travaillera l'environnement aussi qui se rapprochera de la réalité de l'entreprise, pour justement leur permettre, à travers ces différents jeux de rôle, de pouvoir s'exercer. Et une fois, donc le jour où ils devront se rendre en entreprise pour faire une demande de stage, ce seront déjà des situations qu'ils auront vécues en formation. Et l'objectif, c'est évidemment de voir tout type de situation professionnelle. Les compétences clés, Madame Brodcomer en a parlé tout à l'heure, donc ça existe depuis des années dans la formation. Il était important pour nous de le rappeler puisque c'est encore en lien avec un public qui est éloigné de l'emploi, qui peut être réfractaire à la formation, à l'apprentissage. Donc là, on tient à rappeler que les compétences clés qui sont travaillées et qu'on appelle contextualisées, sont travaillées d'une manière qui n'est pas de leur proposer de faire du français pour faire du français ou de faire des mathématiques pour faire des mathématiques. Il n'est pas question de sortir un manuel et de leur dire d'ouvrir la page 10 et faire l'exercice 5, c'est de travailler ces savoirs de base dans le cadre du projet professionnel qui sera visé. Ce qui veut dire que ce sera totalement individualisé en fonction des projets professionnels des stagiaires. Un exemple qui peut illustrer ces compétences clés contextualisées, c'était le retour qu'on avait pu avoir notamment l'an dernier d'un stagiaire qui, suite à un stage réalisé en tant que préparateur de commandes, donc il s'était rendu en entreprise, il s'était rendu compte en entreprise qu'à un moment donné, il avait eu besoin de calculer le volume de chargement du camion. Et là, il s'était totalement rendu compte à quel point il était important de travailler ses compétences clés. Donc là, on est complètement dans l'exemple concret où à chaque fois, voilà, notre travail, ça sera de rappeler aux stagiaires que dans le cadre si on poursuit sur une formation qualifiante ou dans l'exercice du métier qui est visé, de quel type de compétences clés les stagiaires auront besoin pour être à l'aise et pratiquer leur métier. Si on part sur la thématique qui est se former, donc là, on continue sur la poursuite du parcours à dispositif intégré. Donc là, encore une fois, on va répondre à un besoin qui se fait en fonction de chaque stagiaire. Alors, ce qui est innovant sans l'être. Les certifications totales ou partielles existent déjà. Ce qui est innovant là dans le cas de dispositifs intégrés, c'est que ça répond en fait au parcours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture entre la phase préparatoire où l'apprenant aura validé son projet professionnel et pour poursuivre repartira par un autre réseau pour pouvoir accéder à la formation qualifiante. Donc c'est en ça que c'est innovant dans le cas de dispositifs intégrés, c'est que ça fait vraiment partie du parcours et donc les équipes pédagogiques suivront aussi. Et puis, tous les groupements, c'est aussi tout l'intérêt du groupement pour s'assurer que le stagiaire poursuit bien vers une formation, vers une certification et qu'on sécurise complètement le parcours de formation du stagiaire. Cette certification totale ou partielle aussi a son importance pour des personnes qui ne seraient pas prêtes à aller sur des formations longues. Donc là, on peut aussi répondre à un besoin qui est beaucoup plus ponctuel, d'entreprises qui aujourd'hui, alors si je repars sur l'exemple de la logistique, toutes les entreprises aujourd'hui ne recherchent pas forcément à avoir des salariés, à recruter des salariés qui sont déjà qualifiés sur des formations type visa métier. Pour certaines entreprises, il suffit que le CACES soit validé. Donc c'est ça aussi que permet le dispositif intégré, c'est vraiment répondre aux besoins du stagiaire, mais aussi répondre aux besoins des entreprises sur le territoire. Autre méthode d'apprentissage innovante qui est mise en place dans le cadre de dispositifs intégrés. Alors, formation ouverte à distance, je pense que ça parle à tout le monde. Il est important aussi d'insister sur cette formation ouverte à distance puisque nous sommes, par rapport à dispositifs intégrés, on intervient sur des zones rurales où l'offre de formation qualifiante n'est pas forcément toujours proposée. Pour y accéder, si je prends l'exemple de la Sarthe, quelqu'un qui vit sur Sablé devra se rendre sur le Mans pour pouvoir accéder à cette formation qualifiante. Donc là, alors,
toutes les formes, enfin, tous les titres professionnels ne le proposent pas. Mais il est possible effectivement de proposer cette formation ouverte à distance pour les stagiaires, donc leur éviter de se déplacer dans les grandes villes pour pouvoir y accéder. Donc là, on répond complètement aux besoins du territoire sur zone délocalisée. On peut aussi avoir un mix qui est fait entre la formation ouverte à distance en utilisant la méthodologie AFEST, notamment, alors ça c'est dans le groupement, c'est l'AFPA qui le propose. Si je prends l'exemple de la certification de compétences professionnelles du titre de maçon, à nouveau, la personne, si je reste sur l'exemple de la ville de Sablé, la personne vit à Sablé, elle pourra bénéficier de la formation ouverte à distance, d'une partie de la certification, et la partie pratique pourra se réaliser donc selon la méthodologie AFEST, qui AFEST, pour rappel, c'est l'action de formation en situation de travail, qui se déroulera avec une entreprise partenaire du territoire, Sabolien. Donc l'objectif, là c'est aussi le travail du référent économique, c'est de pouvoir aller à la rencontre des entreprises qui cherchent à recruter, qui sont en difficulté pour recruter et proposer cette possibilité. Donc là, c'est éviter tout simplement, c'est répondre à un frein ou ce frein qui peut être soit matériel, soit aussi des personnes qui refusent de se déplacer sur des plus grandes villes. Donc là, en fait, on amène l'offre de formation sur les territoires. Donc, tout est évidemment lié, c'est-à-dire que tout ce dont on parle vont être proposés, comme je disais en introduction, de la partie de la phase de SAS, qui est vraiment la phase où on va capter le public, où on va identifier les freins, mais c'est là aussi où nous, on va leur montrer l'intérêt pour eux de poursuivre sur ce parcours de formation, avec des objectifs qui sont bien visés à travers toutes ces méthodologies. C'est favoriser l'échange, la coopération entre eux, puisque sur l'exemple de l'escape game, il faut bien que chacun puisse coopérer pour pouvoir avancer et sortir de la salle. Ça correspond aussi à tout âge. On vise pas un public jeune, on vise un public jeune et adulte, dans lequel le public adulte se retrouve aussi sur l'utilisation, par exemple, des escape games. On favorise aussi à travers toutes ces méthodes les interactions, l'autonomie, mais aussi la maîtrise du numérique, puisque par rapport à tout ce qui va être proposé, c'est allier justement l'utilisation du smartphone, mais aussi l'outil informatique, notamment à viser pour la suite de parcours de permettre aux personnes d'être à l'aise avec l'utilisation de cet outil si une formation ouverte à distance pouvait être proposée. Donc là, on facilite aussi la suite de parcours, et ce, dès le démarrage de parcours de dispositifs intégrés. Autre chose qui reste innovant, et puis c'est aussi une manière de casser les a priori qu'il pourrait avoir de la formation, et puis enlever ce côté, surtout qui n'est pas scolaire, de la formation professionnelle. C'est une méthode d'évaluation qui est utilisée et qui est en plein développement, où le formateur en fait utilise une application qui s'appelle Clickers et qui permet justement à la fin d'une séance de formation de pouvoir évaluer les apprenants. Alors on n'est pas du tout sur l'utilisation traditionnelle d'une feuille et puis qui pourrait être faite et puis à restitution soit en groupe soit de manière individuelle. Là, tout simplement, le formateur donc, qui sera inscrit sur cette application aura défini un ensemble de questions, qui est évidemment en lien avec le module proposé. Et en fonction de chaque question, seront proposées 4 réponses, A, B, C et D. Donc, le formateur pourra projeter au tableau donc, cette question avec ses propositions de réponse, et les apprenants auront été évidemment enregistrés au préalable sur l'application et auront en leur possession une sorte d'affiche sur laquelle sera représenté un QR code. Et du coup, en fonction de la question qui sera posée par le formateur, ils devront tourner en fait cette feuille qu'on voit sur la photo de manière à répondre soit pour la réponse A, B, C ou D. Donc là, à nouveau, c'est apporter une partie ludique en fait à l'évaluation. On n'est pas sur l'évaluation classique. Là, c'est amener du jeu à travers une évaluation. C'est savoir aussi que ça demande de la concentration, de la mémoire. Donc sur d'autres modules, ils sauront que si cette évaluation est utilisée, les capter dès le démarrage du module. Et puis aussi, en tant que professionnel de la pédagogie, ce qui est important à travers cette évaluation, c'est que le retour se fait essentiellement pour le formateur, c'est-à-dire que les réponses apportées ne seront pas visibles par le groupe, mais le retour de ces réponses se fera de manière nominative par apprenant,
loisir, effectivement, donc le formateur pourra tout à fait, à la suite de cette évaluation, si jamais il voit qu'un des stagiaires a été en grande difficulté, recevoir la personne en individuel pour justement revoir avec lui les difficultés rencontrées. Voilà au niveau des... Alors, je pense que j'ai été très rapide, mais pas forcément évident d'évaluer le temps nécessaire. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux différentes méthodes, enfin, exemples qui ont été... Il n'y a pas de questions pour le moment, Madame Costeux, mais merci pour cette présentation très, très riche qui montre bien effectivement les différentes méthodes pédagogiques qui vont en tout cas être utilisées en Sarthe. C'était une illustration puisque Oui. Chaque département a un mandataire différent. Est-ce que Violaine, tu souhaitais conclure peut-être avec quelques propos, sachant qu'on a 2-3 questions qui n'ont pas encore fait l'objet de réponses. Mais peut-être, Violaine, tu voulais ajouter quelques mots? En fait, c'est vrai que merci Madame Costeux pour cette présentation. On voit qu'on est un peu déstabilisé, je pense, chacun là, derrière notre écran en entendant toutes ces nouvelles modalités de formation. Et c'est vrai qu'il faut qu'on puisse bien les prendre en compte. Et surtout, je pense aux conseillers valideurs qui rencontraient des personnes qui n'ont pas envie d'aller en formation parce que voilà, ils sont en délicatesse depuis des années ou vis-à-vis de la formation initiale et de l'école. On a souhaité vous présenter ce genre de modalités pédagogiques innovantes pour que vous puissiez vous aussi en parler aux candidats que vous allez rencontrer, aux demandeurs d'emploi que vous accompagnez, aux personnes en difficulté que vous rencontrez également, de manière à les persuader que cette formation, ce n'est pas l'école, c'est autre chose. Il y a d'autres modalités pédagogiques et dans lesquelles peut-être ils se retrouveront beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vous présenter cette séquence. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et ce sera plus facile peut-être pour vous d'en parler aux candidats que vous accompagnez au quotidien. Voilà. Alors, moi, je voulais dire que c'est vrai que c'est une première, ce webinaire. L'idée, c'est d'en faire d'autres. C'est un peu le début d'une série sur un dispositif innovant. Donc, peut-être Nadine, on peut déjà annoncer la tenue d'un webinaire dès janvier ou février, un peu comme celui-ci. On aura dans notre rétroviseur, du coup, un peu de route d'effectuer. On pourra vous donner des exemples de réussites et puis aussi de problématiques rencontrées, des difficultés avec d'autres questionnements. Et nous, tout au long de la mise en œuvre de ces dispositifs, on va essayer de résoudre et d'apporter des réponses aux questions que vous allez poser, y compris dans le question-réponse annoncée après ce webinaire, mais aussi au quotidien en réponse aux organismes de formation avec lesquels nous travaillons et toutes les structures qui nous adressent des publics. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le tableau de programmation, vous avez dû voir le nom de nos 2 gestionnaires qui sont par territoire responsables de la mise en œuvre et qui sont au quotidien à vos côtés pour la mise en œuvre des dispositifs intégrés, que sont Fabienne Raguenès et Laura Silacal. N'hésitez pas à leur adresser des messages par mail. Elle répond très vite et puis l'idée c'est d'être très réactif aussi du côté région. Voilà. Alors, on a effectivement 4 questions là qu'on va peut-être pas pouvoir traiter parce qu'il est déjà 12h15. En revanche, comme l'a proposé Géraldine Meige au niveau des services de la région, des réponses vont être apportées à ces personnes dont on a les coordonnées. Donc, le support va vous être adressé avec un question-réponse, également les coordonnées effectivement des gestionnaires pour pouvoir poser vos questions par la suite. Stéphanie Leroy qui était avec nous et qui avait prévu d'intervenir simplement pour positionner en fait le dispositif intégré qui fait l'objet d'un financement dans le cadre du pacte, qui est la déclinaison régionale du PIC. Je vous signale à ce propos qu'un webinaire
dans exactement le même format qu'aujourd'hui, est prévu le 1er décembre pour justement présenter tout ce que finance en fait le PIC et le pacte en région, et puis venir avoir des illustrations sur 2 ou 3 dispositifs remarquables, voilà, avec des opérateurs en charge actuellement de différents appels à projets. Eh bien, écoutez, merci. Alors, comment serons-nous tenus au courant du prochain webinaire? Donc, vous avez probablement vu, puisque vous vous êtes inscrit, tout simplement l'onglet professionnalisation du site Choisir mon métier. Vous trouvez toute la programmation des webinaires. Et puis, de la même façon que vous avez là reçu une invitation de la part des services de la région, vous en serez destinataire également lors de la prochaine édition. Voilà. Donc, merci à tous de votre attention, de votre participation. 80 participants qui ont été jusqu'à maintenant attentifs. Donc, et puis pour vos questions aussi qui ont permis voilà, d'aborder tout un tas d'aspects et puis d'avoir un exercice assez dynamique. Merci, merci aux intervenantes, et puis je vous souhaite à tous une belle journée et puis à bientôt pour de prochains webinaires.